Extrait du livre audio de Maëlle Combila au carré Les loisirs à valeur citoyenne. Introduction. Le loisir est pour le divertissement ce que la profession est pour la vocation, le travail pour la formation, et la formation pour l'emploi. Le loisir est une fonction du divertissement, qui lui vise à divertir l'être, l'homme ou l'humain durant un temps déterminé. Il peut éventuellement se manifester chez les individus différemment, selon que l'on soit enfant, adolescent ou adulte, de sexe masculin ou féminin, d'une zone géographique bien précise, d'une culture dite primitive ou civilisée, d'une classe sociale spécifique, d'une caste spécialisée, d'un rang supérieur ou inférieur, mais encore d'un statut professionnel, social formel ou informel. Les loisirs tout comme le travail et le repos peuvent être légitimement considérés comme des besoins naturels ou des tendances essentielles, ayant pris progressivement la forme de droits universels. Pour cette raison, ils ont souvent fait l'objet de combats incessants et de luttes politiques acharnées, suscité l'intérêt des industriels audacieux et entreprenants, été la cause de crispations sociales largement contagieuses, aboutissant parfois à des révolutions ou ouvrant la voie à des débats historiques pertinents ou progressistes portant sur le social mais également l'environnement. Seulement à cause de la dérive que certains loisirs peuvent engendrer, de leur caractère libertin ou liberticide, de nombreuses activités plus ou moins divertissantes ont parfois été déclarées prohibées par l'ordre public ou qualifiées d'hérétiques par les autorités ecclésiastiques. Officiellement interdits par la loi ou perçus comme dangereux pour la religion, certains lorsqu'ils ne sont pas progressivement mis en voie de disparition, frontalement pris pour cible sont considérés comme les bêtes noires des conservateurs et fondamentalistes d'États ou religieux. Pourchassés car illégaux, certains organisateurs d'événements divertissants désireux de satisfaire les besoins du marché n'ont pas souvent eu d'autre choix que d'investir dans l'informel pour survivre et faire vivre certaines disciplines, certaines formes d'art, certains jeux ou activités propres à l'industrie du divertissement. Les activités de plaisance ont souvent été mises au cœur des programmes scolaires, secondaires, universitaires et même professionnels pour leurs vertus stimulantes à l'éveil et leurs bénéfices physiques, psychologiques, intellectuels, psychiques ou spirituels. En un sens, les loisirs sont bénéfiques à plus d'un titre parce qu'ils peuvent influencer positivement de celui qui s'y adonne, mais surtout parce qu'ils peuvent être cette bouffée d'oxygène qui accompagne une civilisation dans sa marche vers le progrès scientifique, technique et technologique. Il est en ce sens un maillon important de la chaîne de la vie. Aussi, considérant l'intérêt des civilisations, du citoyen et du citadin pour les loisirs et de la nécessité de l'être humain à travailler pour atteindre une certaine prospérité financière ou matérielle, il est plus qu'important pour nous de nous demander quelle conception nous avons des loisirs. Mais encore, qu'est-ce qui peut nous divertir ? Comment concilier loisirs et travail de manière naturelle, juste, cohérente, productive et citoyenne ? Autrement dit, dans quelle mesure aujourd'hui le loisir pourrait-il être compatible au travail ? Aussi, comment doit-on réellement considérer la relation loisir-travail ? Le premier serait-il une sorte d'échappatoire ou une forme de prolongement divertissant du temps de travail ? Les loisirs et la politique. Le loisir, un droit universel qui justifie la vie. Le loisir qui a une fonction divertissante reste largement opposé et opposable à l'aliénation de l'homme. Pour nos sociétés actuelles, les loisirs relèvent incontestablement du droit universel au même titre que le travail. Ils sont la transition naturelle entre l'emploi rémunéré et le repos qui est une fonction organique vitale propre au être vivant. Nul ne peut y échapper, du moins certainement pas un homme du peuple, et surtout pas un homme d'État, ayant comme vocation la politique dans la cité. Les loisirs sont bien plus qu'un sujet politique sans intérêt. La pratique du loisir est un droit universel connu et reconnu sur lequel peuvent s'appuyer les politiques, pour poursuivre le développement de la nation et accélérer sa croissance du pays. Ils ont toujours occupé une place de choix dans la vie de nos sociétés. Ils sont un contre-pied à la routine des professions administratives, scientifiques, techniques et technologiques. Plus proches des arts et des beaux-arts, ils ont toujours été considérés comme l'opium du peuple dans la cité et une stratégie de poids des politiques.
Les cités aussi loin que notre imagination puisse nous porter, ont toujours été les terrains privilégiés des politiciens en quête de fortune, de privilèges et de popularité. Longtemps utilisés comme arme de divertissement massive, les loisirs populaires sont un atout puissant de propagande politique, censé apaiser les tensions entre des clans rivaux, ou au sein des troupes en période de conflit. Ainsi, ils peuvent empêcher l'esprit de sombrer dans la folie et le soldat de s'interroger sur le sens de sa mission en période de conflit ouvert. Les loisirs ont la capacité de réduire provisoirement notre niveau d'attention, de concentration, ainsi que notre rigueur à la tâche. Ils sont aussi censés libérer notre mémoire d'images ou de souvenirs contre-productifs sur le long terme. Souvent considérés comme une putain chez les technocrates, c'est-à-dire un objet sans valeurs et sans grande importance, ils ont à de nombreuses reprises contribué à l'ascension de plusieurs hommes d'État et politiques dans la cité. Dans une démocratie, les succès politiques sont indiscutablement conditionnés par le niveau de popularité, et la popularité conditionnée par la capacité qu'a un leader de répondre aux besoins de divertissement de ses concitoyens. B. Le loisir, une réponse cohérente au chômage. Les loisirs sont également une tendance naturelle pour les personnes économiquement actives ou inactives. Nous sommes censés travailler au moins 8 heures et dormir 8 heures par jour. Cela nous laisse donc entre ces deux temps, repos et travail, au moins 8 heures que nous pouvons consacrer à nos plaisirs, à nos hobbies durant une journée qui, nous le savons, dure approximativement 24 heures. Si l'on s'en tient à la Bible, l'homme des origines selon les plans de Dieu n'a pas été créé pour être un employé, mais plutôt pour être un dirigeant dès lors qu'il fut naturellement établi dictateur à vie et commandeur suprême de toute la création. L'homme a été conçu pour régner sans s'ennuyer. De même, l'être primitif n'a donc pas pour fonction première d'occuper un emploi rémunéré, surtout si ce dernier est sujet d'exploitation abusive et d'aliénation ponctuelle. Le personnage avant l'acte de désobéissance est en réalité la représentation graphique du principe qui veut que l'homme dès son plus jeune âge est déjà un animal politique. En effet, aucun homme sur la terre n'est né civilisé, bien au contraire. Il n'est pas insensé de penser que les civilités ne sont pas des valeurs d'acquisition systématiquement chez tous les êtres humains. S'il en était le cas, nous n'aurions certainement pas en nous cet instinct animal qui nous définit depuis l'enfance, et aurions encore moins adultes ce complexe à pratiquer certaines activités libertines telles le nudisme. Les loisirs sont des sanctuaires des enfants et le refuge des adultes. Sanctuaire car presque vénéré par les moines et refuge en cas de chômage ponctuel, définitif ou de retraite à l'emploi. Les adultes du point de vue de la loi, de manière évidente forment le foyer électoral, et sont donc des objets de convoitise politique. Ils sont comme des planètes qui produisent un champ magnétique puissant et qui sert de centre de formation aux galaxies politiques. Ils sont un point par lequel transitent les personnes sans ou en quête d'emploi. C'est, le loisir, mesure pertinente de lutte contre l'oisiveté. L'histoire des loisirs est intimement liée à celle du politique, et celle du politique à la cité et par extension à la nation. Bien qu'il en existe une diversité aujourd'hui fonction du besoin et des moyens, nous n'avons pas toujours eu tout la même approche du divertissement pour échapper à l'ennui et l'oisiveté. Dans l'Empire romain, les loisirs occupaient une place prépondérante, car ils contribuaient au rayonnement de l'Empire. Outil de propagande favori des dictateurs qui se sont succédés, il permettait aux organisateurs et aux participants de vendre l'Empire à travers des spectacles barbares et des mises en scène mortelles. Nous avons tous en mémoire au moins une scène du Grand Colisée de Rome et ses gladiateurs assoiffés de sang, qui combattaient soit pour défendre leur vie, soit pour démontrer leur courage, soit pour montrer leur loyauté et leur dévouement à l'empereur. Cette forme de divertissement brutal, digne d'un autre âge, fut un moyen pour la figure politique d'asseoir son autorité et son pouvoir face au peuple amoureux de la reine, mais également une occasion pour la plèbe de célébrer l'Empire à travers des combats héroïques, pathétiques, tragiques, dramatiques mais parfois à forte valeur historique. Par ailleurs, les combats au Colisée de Rome, au-delà de la gloire et du prestige populaire, permettaient également à ces organisateurs de faire fortune sur le dos d'esclaves, à qui on imposait de participer à ce jeu de sang au péril de leur vie. Chez les Grecs, les loisirs furent essentiellement vocalisés sur le culte du corps et de l'esprit.
En effet, les citoyens de la nation des Lumières furent obnubilés par les performances physiques et intellectuelles de l'homme. La démocratie est certainement de loin le plus bel héritage que cette civilisation ait transmis à l'humanité connue et reconnue. Elle est la clé de la réussite des cités grecques de l'Antiquité, mais également une arme de développement massive et de croissance rapide aujourd'hui. Toutefois, les Jeux d'Athènes ont constitué une ultime révolution pour la civilisation dans son ensemble. Tant par les valeurs morales qu'ils portent, que par les objectifs personnels de performance atteints et recherchés par les différents compétiteurs. Aujourd'hui encore, la flamme olympique est un symbole fort qui captive l'attention des dirigeants et des nations. L'organisation de ces Jeux sont non seulement une occasion pour des hommes et des femmes ordinaires de valoriser et confronter leur potentiel, mais aussi une chance en or pour eux de connaître la gloire et d'obtenir une renommée internationale. Par ailleurs, ces Jeux peuvent également apporter au pays hôte une forme de prestige. Ainsi, avant, pendant et après les Jeux, le pays hôte qui devient un centre médiatique accroît sa notoriété et peut améliorer sa visibilité à l'international. Bien que son organisation implique un certain coût de la part des organisateurs, est souvent sujet à débat, il est évident que les Jeux olympiques aujourd'hui entraînent derrière la flamme de l'Olympe des retombées économiques importantes, qui favorisent non seulement le rayonnement de la cité qui accueille le village olympique, mais aussi des nations prenant aux différentes compétitions. Les Jeux de l'Olympe sont une occasion pour les athlètes de remporter des médailles ou ramènent des trophées aux sorties des Jeux. Cependant, il est aussi capital de comprendre que le phénomène des Jeux olympiques a un effet positif dans l'industrie du tourisme et du divertissement à court, moyen et long terme tant au niveau local, régional et intercontinental. Être associé à l'organisation de ces Jeux a un coût marketing à fort impact pour les entreprises, mais également une stratégie de propagande de poids et décisif pour les animateurs politiques des cités ou de l'État en quête de popularité, de pouvoir et d'autorité. Le tourisme fait sans aucun doute partie des formes de loisirs les plus gratifiants, car il nous permet en situation de paix d'aller à la croisée des mondes par le moyen du voyage. Le voyage est le moyen de navigation propre aux inconditionnels de l'exploration. Nous explorons pour découvrir ce dont nous n'avons pas connaissance. La découverte nous permet donc indiscutablement de déconstruire l'ignorance en nous connectant à une source du savoir universel. La découverte a toujours eu a priori une fonction humanitaire d'intérêt général, car toute découverte individuelle peut bénéficier à la majorité à court, moyen et long terme. Il a toujours existé chez l'être humain un besoin errant d'aller à la rencontre d'êtres semblables, de nouveaux univers. Ainsi, aujourd'hui, grâce aux progrès prodigieux et aux avancées scientifiques, techniques et technologiques, nous allons courageusement à la conquête de l'espace. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, car par le passé la civilisation occidentale avait des objectifs moins spatials, plus terrestres, la conquête de l'Afrique et la constitution d'empires coloniaux immenses, riches et puissants. Ces grands empires, qu'ils soient francophones ou anglophones, ibériques ou italophones, devaient permettre à chaque puissance coloniale de poursuivre avec rigueur, force et détermination un développement prodigieux et de connaître une croissance économique miraculeuse à court, moyen et long terme, aux grandes dames des colonies et des colonisés. Lorsque les premiers missionnaires arrivèrent en Afrique, ils n'avaient pas, à première vue, vocation coloniser le continent. Leur intérêt évident au-delà de leurs missions ecclésiastiques devait se résumer à côtoyer les nègres afin de mieux les connaître. Les connaître pour mieux les cerner pour mieux les comprendre, les apprivoiser ou les mater de manière à mieux les exploiter physiquement, psychologiquement, intellectuellement, voire les infantiliser ou les soumettre spirituellement. Il s'agissait en quelque sorte d'un point de vue logique, pour les conquérants en puissance, d'évaluer les potentialités des territoires, mais également de déterminer les points forts et les points faibles de leurs occupants légitimes, afin d'adopter les meilleurs stratagèmes et d'afficher le meilleur code de conduite officielle et officieuse permettant d'assurer à la mission de colonisation un succès total. Établir un diagnostic clair de la situation de la mission humanitaire a permis aux colons de faire accepter naturellement, au besoin d'imposer plus aisément l'autorité mais aussi le pouvoir de l'Église, orgue, instrument de musique, premier point de contact et d'expansion des colonies, le texte à chanter,
principale interface entre Dieu et l'homme, et médiator historique entre les gouvernements impérialistes, les acteurs, musiciens jouant la partition du compositeur de la symphonie en la personne de l'empereur, et les indigènes, les populations villageoises ou les esclaves devant être civilisés, les spectateurs. Le travail des autorités religieuses ont ainsi habilement permis de favoriser la montée en puissance de l'autorité et du pouvoir d'État des empires coloniaux et protectorats. En ce sens, les missions successives de l'Église en Afrique étaient un jeu qui en valait la chandelle tant pour son gain en termes d'âme, que pour les ressources humaines disponibles, le potentiel des sols, des sous-sols, et halloétique des territoires conquis. La finalité de cette gigantesque mission humanitaire aux influences politiciennes, on la connaît aujourd'hui, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, qui a souvent pris la forme du pillage rapide, massif, organisé, légal mais illégitime des ressources naturelles du continent noir au profit des pays coloniaux et de leurs citoyens de droit. Pour les hommes blancs, l'Afrique a très vite vu comme l'habitacle où logeait une poule aux œufs d'or, dont la seule fonction de leur point de vue est d'être une simple mère pondeuse à qui on aurait enlevé tout instinct maternel, et dont la ponte devait impérativement finir dans les foyers des colons, à la table des maîtres esclavagistes pour soulager ironiquement son insolent appétit et celle de sa petite famille privilégiée, tchoye par l'Empire. Nous avons ainsi assisté à plus de 300 ans d'esclavage et de traite négrière, avec la complicité de collaborateurs locaux au service du système colonial, mais aussi avec la bénédiction des toutes puissantes autorités ecclésiastiques de l'époque. Par ailleurs, bien que la colonisation d'État ne soit plus monnaie courante, elle n'a pour autant pas totalement disparu de la circulation. Elle est là où on ne l'attend pas, elle s'introduit sournoisement là où n'est pourtant pas la bienvenue. Elle est source de tensions et de conflits directs ou indirects. Elle est politique et militaire, terroriste et génocidaire, religieusement conservatrice, elle est invasive et divisionniste, elle est malicieusement déshumanisante et ironiquement nucléaire. La colonisation aujourd'hui sensiblement extensivement impérialiste et sensiblement anticommuniste peut conduire à l'apocalypse mondiale. La colonisation est l'ennemi du bien et ami du mal. La colonisation est la souris qui peut pondre un œuf. Elle est parfois incohérente et mal appréciée. Elle est véritablement mal aimée mais toujours justifiable et justifiée. Elle se dessine à l'échelle du monde et est nettement visible au Moyen-Orient. Sous d'autres cieux, la colonisation a pourtant évolué et est en phase avec son temps. Plus civilisée, moins brutale, moins déshumanisante. La colonisation, en atteignant son stade de maturité, est devenue néocolonisation. Cette nouvelle forme de colonisation serait aisément qualifiée de microbienne, voire atomique car elle n'est pas visible à l'œil nu. C'est accent grave dire que seules les personnes initiées et disposant de matière ou matériel approprié peuvent démontrer son existence, comprendre sa structure et son fonctionnement. La néocolonisation est le fantôme du siècle des Lumières. Aujourd'hui encore, d'aucuns affirment que le pillage de l'Afrique se poursuit à travers l'utopie des Maïsas humanistes qui privilégie désormais la colonisation conceptuelle qui est une des caractéristiques du néocolonialisme dans le tiers-monde en général et en Afrique en particulier. Le néocolonisation depuis les déclarations d'indépendance et l'accès à la souveraineté internationale des anciennes colonies et protectorats a toujours tenté tant bien que mal de trouver l'équilibre moral entre les colons conservateurs et les anticoloniaux. La décolonisation est une réponse à ce jeu d'équilibriste qui a pu réconcilier l'inconciliable, c'est-à-dire le bien et le mal incarnés dans un seul corps, une seule entité, un seul état de conscience. Elle est-elle une innovation technologique non brevetée, un visage sans nom? La néocolonisation est l'arbre au milieu du jardin d'Éden qui nous a rapprochés de la connaissance, mais éloignés du Créateur. La néocolonisation n'est pas l'arbre de la vie éternelle. La néocolonisation concilie ironiquement mais ingénieusement colonisation et civilisation universelle. Elle a fait selon les pro-bersonistes de l'Afrique le berceau de l'humanité, donc par déduction le point alpha, A, qui est la projection normale du point bêta, B.
Aussi faire de l'Afrique le berceau de l'humanité, même en nous appuyant sur des preuves scientifiques préfabriquées, découvertes comme par magie les missionnaires d'hier, devenus les scientifiques d'aujourd'hui, c'est faire systématiquement de l'Occident la terre du progrès. L'Afrique est perçue en ce sens comme un continent primitif, c'est-à-dire l'endroit d'où part la vie alors que les territoires d'Occident seraient visiblement des espaces évolués. Ils existent donc par conséquent une sorte de jeu malicieux du néocolonialisme viscéral. Nombreux y verraient un simple jeu de mots dépourvu de jeu de rôle, surtout s'ils sont des personnes de couleur. Mais pour nous les métaux-réformistes ce n'est nullement envisageable, car Dieu ne joue pas aux dés. De la même manière un colonisateur dans l'âme ne fait rien pour rien. Par ailleurs s'il vous offre une rose par la main droite, c'est qu'il tient une arme chargée sur sa main gauche masquée derrière lui. Ainsi s'il ne parvient pas à vous séduire par le sourire et la ruse, il peut éventuellement vous contraindre à tout moment à aller sur son lit en utilisant la force. C'est le jeu paradoxal de la main invisible et de la rose d'attention. La rose c'est l'autorité néocoloniale et l'arme à feu c'est son pouvoir dissimulé, qui n'est théoriquement mis en action dans un monde largement capitaliste et démocratique, qu'en cas de force majeure, et après avoir sorti sur la table de travail ou de négociation toutes les cartes du dialogue propre à l'art de la diplomatie et au jeu politique. Ainsi, on peut induire que la main qui salue n'est pas toujours celle qui peut amicalement et littéralement vous tuer. Mais l'intelligence qui met ces deux membres en action est toujours la même. Aussi en situation de jeu un vrai joueur est un bon joueur, donc par effet comparatif un vrai colon est un bon colon. Parallèlement selon la théorie hybertionniste, un vrai homme blanc est un bonhomme blanc, c'est-à-dire un être qui vit au monde d'en haut, aspire à la transparence par opposition à l'homme noir qui vit au monde d'en bas et semblerait prédestiné à vivre et travailler de manière opaque. Par ailleurs par extension l'Occident est ce groupe de nations où il fait bon de travailler et d'y vivre. Nous avons donc d'un côté les pays dits du Nord et de l'autre les nations du Sud. Autrement dit d'une part l'illusoire réalité, berceau de l'humanité, représentée par l'Afrique appartenant aux pays du tiers-monde, et d'autre part la terre du progrès qui regroupe dans les faits la majorité des pays du monde occidental, qui lui-même est constitué de l'ensemble de pays véritablement émergents et développés, par opposition aux pays sous-développés ou en voie de développement. De nos jours en Afrique et dans de nombreuses autres parties du monde les campagnes politiques sont souvent plus considérées comme des moyens de divertissement que comme la vitrine de la démocratie. En effet ce processus d'expression démocratique pour la majorité des populations ne permet pas toujours d'assister à la confrontation de véritables débats d'idées révolutionnaires entre les leaders politiques. De même les élections donnant théoriquement droit accès au sommet de l'appareil de l'État, et censées se réaliser dans un cadre purement et simplement démocratique, sont souvent injustement pris en otage et détournés de leur noble fonction. Si la démocratie semble être mal exécutée, c'est probablement parce qu'elle demeure assez mal comprise, à la fois par les leaders d'opinions et les populations, qui n'assimilent pas toujours le véritable sens de la politique, servir le peuple et non se servir du peuple. Aussi la politique n'a pas vocation à faire de vous la plus grande fortune du pays par le moyen d'enrichissement illicite ou d'une corruption massive. La politique n'a pas non plus pour seul but le monopole illégitime et illégal du pouvoir d'État. La politique dans un État de droit est avant tout une plateforme de discussion et d'échange permettant de faire fonctionner la cité, de la faire évoluer dans la bonne direction dans le strict respect de la loi et des aspirations du peuple. La politique à travers ses différents organes représentatifs habilités ou plébiscités ne doit jamais contribuer à freiner la mise en marche de l'administration, de la société, la grande marche vers le progrès. Malheureusement souvent on constate qu'au Gabon comme dans d'autres nations du continent lorsque nous rentrons en période de campagne électorale, nombreuses sont les administrations qui se vident de leurs occupants. Qu'ils soient décideurs ou subalternes tous sont incités à aller sur les terrains de campagne de leur contrée afin de battre campagne pour leur parti politique. Ainsi le pays tourne au ralenti pendant plusieurs semaines et les administrés sont mis en attente de réception, voire laissés à l'abandon. La campagne est à plus d'un titre une occasion pour les populations de se divertir et de se faire un peu d'argent.
En effet, il n'est pas rare qu'en Afrique les politiciens appâtent les militants à coups d'enveloppes conséquentes, de galettes électorales, ou de produits vivriers gracieusement offerts. De même, il n'est pas rare qu'après un rassemblement politique en période de campagne électorale les militants et sympathisants finissent tous ensemble à la première buvette du coin pour se saouler la gueule. Rares sont les personnalités politiques qui peuvent prétendre rassembler et séduire l'électorat potentiel juste avec leurs idées, leur programme politique ou leur doctrine. La plupart des Africains, à défaut de développer une vision idéaliste et à long terme de la chose politique, se contentent d'être à court et moyen terme pragmatiques, si ce n'est pessimistes quant à leurs conditions sociales et l'état de la nation, au mode de gestion du pays. L'Africain ne se surprend plus à rêver sobrement, encore moins à imaginer un futur meilleur. Il se contente du peu que la vie, à travers ses principaux acteurs. Que nous soyons des autochtones pas du tout visionnaires, des administrateurs corruptibles ou des colons du nouvel ordre mondial, nous n'avons pas toujours la même conception du loisir ou du divertissement, qui nous permet d'échapper à la loisiveté, mais aussi parfois à la routine d'une tâche potentiellement aliénable. Aujourd'hui, s'il est essentiel pour une nation de s'ouvrir au monde, afin de communier la vie, il est tout aussi capital de se représenter notre monde réellement, surtout si nous voulons maîtriser son fonctionnement, ainsi que les interactions qui existent et conditionnent les esprits. Nombreux sont les peuples à travers l'histoire qui ont été victimes de leur sens de l'hospitalité, de leur immense générosité, de leur humilité, mais aussi parfois de leur naïveté. L'homme noir en est un exemple patent, tant avant, pendant, qu'après la colonisation, c'est-à-dire en réalité au temps dans lequel nous sommes maintenant, le temps de la néocolonisation. Il est important de comprendre que le néocolonialisme est la version moderne du colonialisme d'État. Qu'il soit france-africain, anti-palestinien, ou pro-impérialiste, il vise à aliéner notre prochain ou en faire un objet de foire, un citoyen de seconde zone. L'aliénation est la négation de la vocation alors que le divertissement est entre ces deux états de la matière, grise et noire. Le divertissement est ce que nous appelons la matière verte. La matière verte est la principale source de nos loisirs, qui nous empêche lorsque nous ne travaillons pas, de tomber comme Aden au grand commencement dans l'ennui, qui a plus d'un titre, de toute évidence des habitudes malsaines, mal aimantes et malveillantes pouvant conduire un bon citoyen braver un interdit ou plusieurs interdits. Le loisir, c'est le point d'équilibre entre l'activité professionnelle bénéfique pour le citoyen et ce que nous pouvons considérer comme la routine du quotidien qui peut éventuellement aliéner notre esprit. L'aliénation est un frein au bonheur qu'elle nous prive de notre liberté ou viole fréquemment nos droits les plus élémentaires. En plus, Dieu ne nous a-t-il pas fait de nous des créatures libres, ne devant pas s'ennuyer, mais surtout bien accompagnées, avant que nous ne tombions en disgrâce. Nous ne sommes pas à l'origine nés pour travailler, car le travail a de toute évidence des effets secondaires, parmi lesquels l'aliénation. Nous avons encore moins été créés pour être des êtres oisifs, car la loisiveté aliène également l'esprit. Il en va de même pour les passe-temps qui ne nous poussent pas à la créativité. Celui qui regarde passer le temps cliniquement vit, mais est divinement mort. L'homme naît d'abord pour assister la vie, ensuite pour y participer, et enfin pour passer tel un vent conscient et puissant. Nous ne devons donc pas nous contenter à être des éternels assistés, ou les seuls participants monopolisant l'attention de la plèbe dans l'arène ou du public sur la scène. Nous devons aussi en qualité de bons joueurs apprendre à passer le flambeau aux plus jeunes, à nos disciples, à la génération suivante de peur de tomber dans l'aliénation de la fonction, la routine de la tâche, de foncer droit sur un mur, de perdre tout sens de l'honneur, de l'éthique et des responsabilités propres aux progressistes, aux gamers, mais aussi aux grands hommes d'État.